Alors bonjour tout le monde. Première fois qu'on le fait au Québec, le vidéo en direct de Facebook. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a 1 an et demi à Kyoto. Si je ne me trompe pas, on avait fait visiter notre maison, donc en 2018 avant de quitter. Et voilà, donc ça fait longtemps, mais il y a des circonstances exceptionnelles au Québec, partout dans le monde d'ailleurs. Donc cette fois-ci, je vous donne rendez-vous non pas pour vous faire visiter ma maison, mais pour vous lire un extrait de Les Fleurs du Nord. Demain, je vais faire la même chose et jeudi aussi. Donc ça me fait plaisir de faire un petit côté culturel ce soir, comme ça. Puis j'espère que ça va vous désennuyer. En tout cas, moi, j'ai pensé que c'était une des choses que j'aimais le plus faire. J'aime beaucoup lire des histoires à mes enfants. J'aime beaucoup, à chaque fois que j'écris un livre, la dernière chose que je fais avant la publication, c'est de tout le lire à voix haute. C'est un de mes éditeurs qui m'avait donné ce truc-là. Bonjour Eric. Et j'avais donc suivi son conseil parce qu'il m'avait dit on entend beaucoup plus les répétitions, on entend beaucoup plus les erreurs quand on lit à voix haute, on entend les choses qu'on veut corriger. Et en plus, on lit beaucoup plus lentement aussi à voix haute, donc ça nous aide beaucoup à corriger les choses. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire cette étape-là, je dois le dire, donc je suis très contente de pouvoir le faire avec vous ce soir. C'est mon chum qui voit tous vos commentaires, mais gênez-vous pas, je vais les lire après. Si je parle pas assez fort, vous pouvez lui dire. Il va pouvoir me faire des signes pour que je monte ma voix. Alors, vous entendez la gratte dehors. Donc, vraiment, nous, à Québec, j'habite Lévis. Donc, dans le coin Québec-Lévis, on a eu quand même une bonne tempête aujourd'hui. Donc, je vais essayer de parler plus fort quand elle est en train de déneiger. Et puis, vous allez voir, avec ce que je vais vous lire aujourd'hui, c'est particulièrement pertinent d'avoir eu de la neige aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je débute. C'est vraiment le début des Fleurs du Nord que je vais vous lire. Je vais vous montrer la carte. Donc, alors, les Fleurs du Nord se passent dans un Japon imaginaire, un Japon que j'ai redessiné parce que je ne voulais pas me faire accuser de ne pas respecter l'histoire japonaise. Donc, je m'en inspire évidemment, mais ce n'est pas le Japon comme on le connaît. Donc, c'est une forme de lune. J'avais redessiné la carte. Et sur cette île ici que nous avons, il y a un pays au nord qu'on appelle le Hokkaido, donc qui est ici. Il y a un pays au sud qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus riche, beaucoup plus aisé, si on veut, qui s'appelle le Nankaido, ce qui veut dire le pays vers le chemin du sud. Et on a entre les deux une chaîne de montagnes ici. On ne la voit peut-être pas très bien, je vais vous la montrer. Donc, la chaîne de montagnes est indépendante. Donc, c'est un pays aussi. C'est, si on veut, c'est une zone franche où on ne peut pas vraiment passer. Donc, c'est le lieu de passage, c'est cette rivière-là qui traverse, qui s'en va au nord. Et une petite ville en haut, tout proche du sommet des montagnes, qui s'appelle Fuki, où les habitants sont particulièrement indépendants et tout. Donc, entre ces deux pays-là, ce n'est pas des amis, évidemment, vous pouvez le deviner. Et on a ici ce qu'on appelle le Gaikoku, ce qui veut dire en japonais le pays étranger. Donc, le Gaikoku, on va en parler un tout petit peu dans l'extrait que je vais vous lire. Donc, tous mes romans, en fait, que j'ai écrits dans cet univers-là, sont toujours dans cette même carte-là. Donc, les Fleurs du Nord, ce soir, on va rencontrer 3 personnages, un 4e, mais moins longtemps. Donc, on va rencontrer d'abord Midori, qui est l'héroïne, qui est celle qui est sur le dessus. Belle couverture. Ensuite, on va rencontrer le méchant, si on veut, Noda. Et on va rencontrer aussi Tatsuke, qui est le dirigeant de la chaîne de montagne, là, du pays indépendant de la chaîne de montagne. Les pouvoirs magiques existent, mais ils sont presque disparus. Ils sont rendus très rares. La plupart des gens n'y croient plus vraiment, là, mais bon, ça existe toujours. Donc, c'est un peu fantasy, si on veut. Et donc, c'est particulièrement plaisant. Et c'est, bien sûr, un pays plus nordique. Ce dont je parle, c'est ce qui se passe dans les montagnes en tant que tel. Donc, c'est un Japon nordique. Ça me faisait très plaisir d'inventer ce type de Japon-là. Alors, on démarre la lecture. Ce soir, je vais lire le prologue et le chapitre 1. Donc, première chronique, l'embrasement du guerrier. Proverbe japonais. La bougie ne perd rien de sa lumière en la communiquant à une autre bougie. Prologue. La décision. Bientôt, je reprendrai ma liberté. Je tuerai Noda et vengerai ainsi mon mari, mon père et toutes celles qu'il a fait souffrir en les enlevant à leur village. Je me souviens du sol rouge et du sable soulevé par les chevaux.
La poussière remplissait toute la scène dans une ambiance de fin du monde. J'ai couru vers ma maison, vers ces hommes qui arrivaient dans notre village. Ces guerriers qui tuaient les villageois, les malades, les mourants. J'ai quitté l'hôpital pour aller chez mon père afin de l'avertir, mais je n'ai même pas eu à entrer. Déjà, il gisait sans vie sur le porche, après avoir tenté de défendre l'entrée du village. J'ai couru encore, vers la maison d'en face. J'avais le corps alourdi par la nouvelle vie qui s'y berçait. La peur me donnait des sueurs froides. J'espérais que Liu s'était caché, que mon époux ne s'était pas opposé aux bandits, qu'il s'était comporté en lâche et qu'il avait fui. Mais mes craintes prenaient forme devant mes yeux. Il était là, il tenait tête à l'un de ces brigands et il se faisait transpercer le corps à coups de katana au milieu des rires des pilleurs qui fouillaient la maison pour voler nos quelques possessions. J'ai hurlé. Ils m'ont vu et se sont moqués de moi quand je me suis écroulée près de Liu. Rapidement, j'ai sorti de ma trousse la mixture qui purifie et les bandes propres pour panser ses plaies. Le regard des hommes avait changé. Le plus grand des barbares m'a tiré vers l'arrière. Je ne pouvais plus soigner mon amoureux. Ils m'ont frappé pour me forcer à les suivre. La marche a été longue jusqu'à la mer. Les femmes capturées par ces hommes étaient nombreuses, fatiguées, et elles s'écroulaient une à une. D'autres s'ajoutaient au fur et à mesure que les hommes détruisaient les villages sans protection. J'ai compris que je ne reverrais plus jamais mon pays quand ils nous ont embarqués vers le Nankaido. Je me rappelle cet instant terrible, celui où l'enfant sans vie a glissé de mon corps, l'une de ces nuits en bateau. Cet enfant qui a su me protéger des viols que les brutes n'ont pas épargnés aux autres filles. C'était un garçon. J'ai perdu le dernier souvenir de mon Liu. Je pleurais et je voulais mourir. J'ai du mal à expliquer pourquoi j'ai survécu. Pourtant, lorsque venait le temps de soulager la souffrance, j'étais indispensable à leur petit groupe. Dès lors, Noda, mon bourreau, m'a emmené partout, puisque je lui étais utile. Cette guerre avec le peuple du Nord m'a conduite encore plus loin de mon pays. Je caresse depuis longtemps ce désir que Noda soit torturé et qu'il meure. Son visage de tueur emplit toute ma tête. Maintenant, je suis résolue. S'il revient de cette guerre, ce sera à moi de le tuer. Puis je partirai, ou je mourrai, libre. Signé Kiyoki Midori. Midori prit une grande respiration et pose le pinceau près du papier, les mains tremblantes. Elle a froid. Son corps, tendu par ses souvenirs, lui fait mal, comme toujours quand elle revisite son passé. Dans la chambre de l'auberge de Fuki, où elle réside pour soigner les soldats blessés, elle fait ses préparatifs pour son bain quotidien dans l'eau glaciale d'un petit lac de montagne. Cette douleur qu'elle s'inflige tous les matins garde son esprit vif et alerte. Elle sera prête quand viendra le moment de tuer Noda. Elle ne quittera pas ce lieu avant de le savoir condamné. Le moment approche. Elle le sent. Chapitre 1. La douleur. L'empereur avait beaucoup insisté pour que le noble qui dirigeait les armées, Hironoda, soit capturé vivant. C'était beaucoup plus facile à dire qu'à faire, songeait Tatsuki en observant la scène. Ce Noda était un homme imposant qui frappait sans relâche, tuant sans pitié autour de lui avec une satisfaction évidente. Tatsuki n'aimait pas la guerre. Il n'avait aucun plaisir à défaire un adversaire depuis qu'il avait compris que, de toutes les cicatrices que laissaient les conflits, celle de l'âme était souvent plus douloureuse que celle du corps. Il fallait être jeune et inconscient pour avoir la fougue de s'élancer contre un autre être humain. Et on était cruel si on y trouvait du plaisir, ce qui était manifestement le cas de Noda. Sachant sans doute qu'on cherchait à le capturer vivant, ce dernier ne craignait pas la mort. Avec cet homme, Tatsuki serait donc forcé d'utiliser son pouvoir magique. Mais même si son éventail lui permettait de projeter le feu à distance, il demeurait difficile de maîtriser l'intensité des flammes. Elle n'épargnait habituellement pas ses victimes. Il lui fallait jouer d'intelligence.
C'est pourquoi il avait fait étendre la paille des chevaux sur le champ de bataille la veille, malgré les protestations des conseillers de l'empereur. Cette herbe sèche que Noda piétinait en ce moment. Tatsuke s'élança vers Noda, l'épée au poing, en criant « Combat avec quelqu'un de ton rang, Mauviette !» Sans hésiter, le katana du guerrier blond mit fin à la vie d'un soldat qui entravait son chemin. Puis le colosse se dirigea avec aplomb vers celui qui venait de le provoquer. Il était plus imposant que ne l'avait soupçonné Tatsuke. L'armure de cuir qui recouvrait le kimono bleu de l'homme craquait sous la puissance de ses muscles. Sa large carrure occupait toute la place et le silence s'établit autour des deux hommes se faisant face. « Et qui es-tu pour prétendre être digne de moi, rouquin ?» La voix de Tatsuke ne trembla pas, et on y décela même une touche d'amusement quand il répondit « Tatsuke Kagi ». L'immense guerrier comprit son erreur. Il se trouvait devant la seule personne de cette armée capable d'utiliser la magie pour combattre. Sa stratégie pour le contrer se voulait simple et rapide. Il éleva son katana et frappa pour tuer. Tatsuke eut juste le temps d'éviter le coup en s'élançant sur le côté. Manifestement, Hironoda ne voulait pas lui laisser le temps d'utiliser son pouvoir, puisqu'il frappa de nouveau sans tarder. Et encore. Même si Tatsuke préférait éviter de combattre, il savait que le monde était dur et qu'il n'avait pas le choix d'être agile et rapide pour survivre. Il savait aussi qu'il ne pouvait compter uniquement sur la magie pour gagner. Dans sa famille, certains avaient eu le pouvoir du feu avant lui, mais contrôler ce don n'était pas aisé. Devant la vitesse et la force de Hironoda, Tatsuke pensa à son père avec gratitude, lui qui avait tant insisté pour qu'il apprenne à se défendre comme un homme sans le pouvoir du feu. Prolonger inutilement ce face-à-face augmentait les risques de perdre la vie. Il était temps de mettre fin à cette guerre. Tatsuke se glissa derrière l'homme blond et sortit le grand éventail accroché à son dos. Il murmura « Netsu Haka » et la flamme surgit de l'éventail. Tatsuke mit le feu au kimono bleu. Alors que Hironoda frappait le tissu pour éteindre le feu, Tatsuke incendia l'herbe tout autour de lui. Encerclé par la fumée et le feu, le combattant blanc eut rapidement du mal à respirer et il fut alors beaucoup plus facile à capturer. Quand Noda lâcha son katana pour tenter d'éteindre les flammes, les soldats qui observaient la scène s'élancèrent pour le capturer. Tatsuke les vit l'attacher solidement avant de le conduire vers l'empereur. Là, ça sonne, je suis désolée. Tatsuke leva les yeux pour voir venir son prochain ennemi, mais un regard vers le champ de bataille lui fit comprendre que la guerre était terminée. Hironoda et ses troupes s'étaient battus avec l'énergie du désespoir, mais ce conflit avait été mené trop près de la fin de l'hiver pour réussir. Le Sud avait négligé le climat nordique du Hokkaido. Les tempêtes printanières pouvaient être intenses et la neige lourde et abondante n'avait laissé aucune chance à ces soldats habitués aux températures plus clémentes. Les engelures, les maladies et les efforts pour marcher dans la neige avaient tué plus d'hommes que les combats. Le soleil couchant qui inondait le champ de bataille masquait le carnage en baignant les lieux d'une lumière rouge. Le drapeau blanc de l'émissaire de l'armée du Sud se dirigeait vers la colline où attendaient l'empereur et le shogun. Tatsuke n'arrivait pourtant pas à se réjouir. Les feux épars entre les morts se confondaient avec la lueur orangée du ciel. Emishi, le jeune empereur du Hokkaido, continuerait à régner sur son pays, mais au prix de tant de vies sacrifiées. Tatsuke eut un sourire amer en songeant que le Hokkaido avait été sauvé par l'insolite alliance entre le froid nordique et le feu de son clan. L'empereur avait pris soin de rappeler à Tatsuke que la liberté dont il jouissait dans les montagnes était soumise à certaines conditions, dont celle de s'allier aux armées impériales lors d'une invasion. Sa famille avait conclu cette entente il y a fort longtemps pour qu'en échange des monts, la petite ville de Fuki reste hors du territoire du Hokkaido. La chaîne de montagnes servait ainsi de zone neutre entre les deux souverains de l'île et permettait à la famille Kagi de gérer à sa guise ses étranges pouvoirs. Tatsuke Kagi caressa brièvement le gigantesque éventail qui projetait les flammes à distance avant de l'accrocher à son dos d'un geste poli par l'habitude. Ses cheveux, d'un orange aussi intense que le feu, brillèrent d'un éclat surnaturel quand il se retourna pour rejoindre son cheval, resté plus loin. Ces alliances momentanées avec l'empereur servaient à maintenir vivante
la légende à propos de la famille Kagi. Depuis plusieurs générations, les pouvoirs magiques étaient de plus en plus rares. La population n'y croyait pratiquement plus. Mais lorsqu'il combattait aux côtés de l'armée, Tatsuki confirmait que sa famille savait toujours manier le feu avec une rare intensité. Un seul membre de ce clan sur le champ de bataille provoquait des ravages. C'était une démonstration de force qui gardait éloignés des montagnes les nobles, les guerriers ou les souverains qui pensaient parfois à l'annexion de cette frontière à leur pays. Peu de gens savaient qu'aucun autre Kagi n'avait le pouvoir du feu. Maintenant que l'armée du Sud était saccagée, Tatsuki songea que plus rien ne l'empêchait de retourner chez lui. Sans demander la permission, se contentant d'un signe lointain de la main au shogun, Tatsuki grimpa sur sa monture et tourna le dos aux morts. Il disparut avec le dernier rayon du soleil. 2 semaines plus tard, la lumière de Mars brillait sur les pointes enneigées des montagnes. Le sommet du Kurodake dominait le paysage. À ses pieds, la rivière venue du nord avait creusé un sillon profond. Tatsuki se réveilla très tôt, la tête confuse et l'esprit hanté par les images de la guerre. Il était de retour chez lui, mais son sommeil était toujours perturbé par les événements récents. Il avait froid à cause de la sueur qui collait à ses vêtements. Il tremblait encore en entendant les cris des soldats, ennemis se consumant dans le feu. Il sortit de sa résidence de bois pour tenter d'échapper à ses cauchemars. La montagne était si calme qu'un seul regard sur son territoire l'apaisa. Pour la première fois, il sentit dans l'air l'odeur du printemps, ce mélange de neige fondante, de terre mouillée et de parfums sucrés. Il prit une grande inspiration pour chasser les sentiments troubles qu'il avait rapportés du champ de bataille. La guerre était finie, la vie reprenait ses droits, et on verrait l'été bientôt chasser la grisaille. Ces montagnes étaient son domaine, le seul endroit qui n'appartenait à aucun des deux empires. Soutenu par les bouffées de chaleur portées par le vent, il espéra que la paix pourrait durer. Il jeta un coup d'œil sur la petite ville de Fuki, nichée tout près d'un élargissement de la rivière. Seul col praticable entre le Hokkaido et le Nankaido, elle était très fréquentée par les gens de passage. Graduellement, l'armée du Nankaido rentrait chez elle. Il lui fallait retraverser les montagnes après le dernier affrontement en territoire nordique. Mais si le soleil avait atteint les montagnes et se rendait jusqu'au campement des guerriers, perché haut sur les pentes du mont Kurodake, Fuki était toujours plongé dans le noir. Tatsuki vit Koji, celui qu'il considérait comme son bras droit, sortir de son habitation. Son meilleur ami vint le rejoindre en se frottant les yeux. Cet homme, aux cheveux d'un noir si intense qu'on les aurait dit bleutés, avait assumé le commandement de la petite troupe pendant l'absence de Tatsuki. Même si le chef était de retour depuis 2 semaines et avait repris la charge du campement, Koji continuait à se lever tôt, par habitude, et sans doute qu'il s'inquiétait pour son ami, même s'il n'en avait pas dit un mot. « Déjà prêt à travailler, Taku ?» Le chef sourit en entendant Koji utiliser son surnom d'enfance. Il n'avait jamais réussi à le convaincre de l'appeler autrement. « Je ne dormais plus. Le printemps, j'imagine. C'est vrai qu'il traîne dans l'air. » Koji s'étira, profitant du soleil matinal pour réchauffer ses muscles. « Le retour des soldats au Nankaido se déroule bien, » observa-t-il. « Oui, mais j'ai hâte qu'ils soient tous rentrés chez eux. » Le passage de cette multitude de soldats causait des maux de tête aux 60 guerriers qui assuraient la garde du col. Mais jusqu'à présent, aucun incident sérieux n'avait eu lieu. « Il reste l'essence des prisonniers, » s'inquiéta Koji. « La troupe du Nankaido est déjà arrivée. On devrait accueillir les soldats du Hokkaido bientôt. Ils feront l'échange publiquement sur la place centrale de la ville. On devra s'assurer que tout se passe bien. » Ce serait délicat, car chacune des troupes avait encore en mémoire les derniers affrontements. Je pensais assumer un tour de garde ce matin. Cela me permettra de profiter du soleil avant qu'on ne s'assoie avec Sojiro pour prévoir cet échange, précisa Tatsuki. « Oh, si tu veux. » Tout à coup, Koji sourit et ses yeux pétillèrent de malice. « Oh, que penses-tu de la piste du Sud? Très tôt le matin, la vue y est magnifique. » Tatsuki saisit que la phrase avait un double sens, mais il ne comprit pas ce que son ami voulut dire. Il se mit en route, vêtu de la tunique blanche et les culottes longues noires de son hakama. Il faisait assez chaud. Il laisse chez lui le kimono orange brûlé à l'effigie de sa famille, une étoile blanche à 7 branches qu'il portait habituellement sur le hakama. Éventail accroché dans le dos, le guerrier du feu
marcha tranquillement dans le bois. Il atteignit le lieu où ils avaient l'habitude de poster un homme afin de surveiller les mouvements venus du sud. Il y remplaça Golo, un des jeunes guerriers du campement, qui avait fait le guet à la fin de la nuit. Ce dernier lui lança un regard étrange, comme s'il avait voulu rester plus longtemps sur place, puis il quitta les lieux sans un mot, n'ayant d'autre choix que de laisser le chef relever la garde. La vue était en effet magnifique. On y voyait le chemin qui longeait la rivière, puis descendait entre les montagnes avant d'atteindre les plaines du Nankaido. Bientôt, Tatsuki savait que la fonte des neiges augmenterait le débit de la rivière et que ce surplus d'eau rendrait le paysage très différent. Les plaines deviendraient bleues comme le ciel, inondées par la crue. C'est ce qui expliquait que les premiers villages du Nankaido étaient loin. Il était pratiquement impossible de traverser ce territoire au printemps. Mais bientôt, des pas se firent entendre venant de Fuki. Tatsuki s'accroupit pour observer le marcheur matinal. Alors qu'il s'attendait à surprendre un guerrier en fuite ou un voleur, il fut surpris de voir apparaître une femme d'à peu près 20 ans, avec de très longs cheveux auburnes, qui prenait différentes teintes d'or chaud sous les rayons du soleil. Assez petite, elle portait un kimono élimé, différent de ceux du pays, et les traits de ses yeux étaient davantage bridés, comme si elle était étrangère. Elle prit une piste à peine visible pour rejoindre la source d'un petit ruisseau. Tatsuki se camoufla davantage, car elle venait dans sa direction. Mais elle n'était pas consciente de sa présence. Il le sut quand elle s'arrêta et commença à défaire son hobby. Il écarquilla les yeux. La vue était magnifique, en effet. Mais qui était cette étrangère? Une prostituée du bordel? Complètement nue maintenant, elle entra dans le bassin. Une pensée vient contredire sa première hypothèse. Si cette femme travaillait au bordel, elle ne serait pas si matinale et ses visites ne seraient pas si régulières. Il savait que les prostituées recevaient des clients jusqu'au petit matin, alors que cette femme semblait une habituée de ses bains, d'après la remarque de Koji et la déception dans le regard de Golo. Tatsuki garda les yeux fixés sur la silhouette qui nageait. Il se dit, sans conviction, qu'il devrait les détourner pour respecter son intimité, mais il n'en fit rien. D'où il était, il distinguait bien les courbes de son corps sous l'eau, les longs cheveux défaits qui suivaient son dos, le dessin de ses fesses quand elle ramenait les bras le long du corps. Il sentit la chaleur l'envahir et les picotements de l'excitation le parcourir. Elle plongea, puis sortit la tête tout près des galets du bord. Puis elle se mit debout et remonta ses cheveux mouillés en chignon haut sur sa tête. Tatsuki l'admira, sous le choc devant la blancheur de sa peau et la fragilité qu'elle dégageait. Une vulnérabilité toute relative. Elle venait de nager dans un lac aux eaux glaciales sans même hésiter. Il ne savait pas qui elle était, mais il ressentit le désir de la connaître. Il s'accroupit vivement quand elle se tourna dans sa direction. Inquiet d'être découvert, il attendit, mais aucun bruit de pas ne vint vers lui. Il soupira, soulagé qu'elle ne l'ait pas surpris à l'espionner. Il se sentait comme un garçon coupable. Quand elle se remit en marche, il la suivit. Elle ne retourna pas vers le village, mais descendit un peu plus loin sur le sentier vers le Nankaido. Puis elle prit un chemin vers l'est. Tatsuki savait où cela menait, et il emprunta une autre route pour y arriver avant elle. Bientôt, le petit temple Shinto, au bout de ce sentier, apparut à travers les arbres, et Tatsuki se cacha dans les buissons. La femme arriva, mais elle ne vint pas prier, comme il s'y attendait. Il la vit retirer le long bâton noir qui retenait ses cheveux, les mèches sombres retombant sur ses épaules. Elle se dirigea vers un pin massif, auquel elle donna un coup, avec l'arme improvisée. Un bruit sourd se fit entendre. Tatsuki ne voyait pas très bien, alors il poussa doucement une branche pour être sûr de comprendre ce qu'elle faisait. À sa grande surprise, il constata qu'elle entaillait sauvagement un ennemi imaginaire. Le visage de la femme était congestionné par la rage, ses yeux étincelaient et sa bouche tremblait. Il la vit frapper une nouvelle fois le pauvre pin. La technique laissait à désirer, sans compter que l'arme ne méritait pas un tel traitement, se dit-il. Mais que cherchait à faire cette petite femme? Aucun de ces hommes n'avait dû la suivre jusqu'ici et découvrir cet étrange comportement, sinon on l'en aurait informé. Tatsuki était suffisamment intrigué pour graver ses traits dans sa mémoire. Il lui fallait en savoir plus sur elle. Bonjour! Alors, bienvenue à la partie 2 de la lecture des Fleurs du Nord. Donc, nous avions lu le prologue et le chapitre 1. Ce soir, nous allons donc lire le chapitre 2 et une bonne partie du chapitre 3 aussi. Puis demain, ce sera un spécial. Donc, vous allez voir
Comme vous pouvez le voir, mes petits post-it sont dans une place différente de rien. Alors, chapitre 2, l'empathie. La mystérieuse inconnue n'était pas revenue le lendemain. Et Tatsuki avait vite oublié cette étrangère quand on était venu l'avertir que la troupe du Hokkaido approchait. L'échange des prisonniers allait avoir lieu en après-midi. La populace de Fuki, curieuse et indisciplinée, parlait fort. La guerre entre le Nord et le Sud avait permis de faire de bonnes affaires pour ses habitants qui refusaient de prendre parti. Mais il était temps que les batailles se terminent, et on savait que l'économie tournerait à plein régime pendant l'été à venir. En effet, on envisageait déjà le passage de nombreuses marchandises nécessaires à la reconstruction, ainsi que tous les voyageurs qui s'arrêteraient bientôt dans la ville, escale naturelle entre les deux pays. Les guerres semaient la mort, mais pour d'autres, elles constituaient aussi une façon rapide de s'enrichir. On se poussait et se tiraillait pour tenter d'apercevoir ces nobles capturés pendant les conflits et qui auraient la chance de retourner dans leurs pays respectifs. C'était l'échange le plus important de cette guerre. Le Hokkaido échangeait un seul prisonnier contre plusieurs de ses soldats. On tira un grand guerrier blond d'une charrette et il s'avança, encadré par les gardes du Hokkaido. Il était massif comme un lion. On lui tendit ses 2 katanas qu'il installa à ses côtés, l'un sur l'autre. « Qui a pu capturer un tel combattant ?» se demanda-t-on à voix haute. Tatsuki sourit. Il avait entendu la question derrière lui. Hironoda, un proche de l'empereur du Nankaido, était un noble reconnu et craint pour ses réactions imprévisibles. Il était maintenant libre de retourner à ses occupations. Le colosse se dirigea vers ses hommes. Il était humilié, et cela se lisait dans son visage. Tatsuki plissa les yeux incertains. Cette femme, dans le comité d'accueil Noda, était-elle la même que celle du bain? Ses yeux ne quittèrent plus la femme brune qui suivit Noda, tandis que le groupe entrait dans l'auberge. Même si elle avait la tête basse et affichait une attitude soumise, il savait qu'elle cachait une arme. Vers qui voulait-elle la diriger? L'échange était terminé. Il avait suffi de quelques minutes et la troupe du Hokkaido retournait déjà vers le nord. Alors que Koji s'approchait pour s'informer de la suite des choses, des cris retentirent dans l'auberge. La porte s'ouvrit et un corps fut projeté dehors. Tatsuki vit la femme brune atterrir sur le sol près de lui en se tordant de douleur. Noda s'avançait vers elle d'un pas décidé. « Midori, merci pour l'accueil. » Sauvagement, il lui donna un coup de pied et Midori se mit à tousser sous l'impact. « La guerre est finie, chérie. Nous l'avons perdue. Je n'y gagnerai aucune fierté. Et maintenant que nous ne combattrons plus, tu ne m'es d'aucune utilité. Les soldats que tu as soignés survivront sans ton aide. Je t'ai assez vu. » Le désir de tuer fit briller les yeux de Noda, et les quelques secondes qui suivirent semblèrent s'écouler très lentement. Noda ayant déjà dégainé son katana, Tatsuki se laissa glisser sous la lame qui arrivait vers la femme. Il n'eut pas le temps de tirer complètement l'éventail de métal. Le katana lui coupa la main, mais l'éventail à demi dégainé permit de limiter l'entaille. Tatsuki se releva en invoquant son pouvoir. Netsuhaka! Le feu jaillit autour des plis déployés de son arme. L'arme enflammée devant lui, Tatsuki se releva et fit une barrière avec son corps entre la femme et Noda par l'enfermement. « Tu ne peux pas te faire justice ici, Hironoda. Cette ville est neutre. Si tu ne respectes pas la paix dans la cité, tu seras condamné. Personne ne te fera de grâce à Fuki. » Quand le guerrier blond le reconnut, ses yeux scintillèrent de haine, puis un sourire cynique vint transformer son visage. « Restons-en là. Tu n'en as plus pour longtemps, de toute façon, héritier du feu. Par les bons soins de celle que tu viens de sauver, tu mourras bientôt. Je me réjouis de savoir que tu auras une fin aussi minable qu'Agi. » Il se retourna et entra dans l'auberge, allant retrouver ses hommes. Tatsuki eut alors un étourdissement, et le feu de son éventail disparut. Koji s'approcha inquiet. « Ça va? » La femme s'était levée avec peine et se dirigeait entre les bâtiments. Koji s'élança vers elle et l'attrapa sans douceur par le col de son kimono. « Hé, toi! Où vas-tu comme ça? » Elle toussa un peu, puis cracha du sang sur le sol avant de répondre. «
Sauver ton ami. Laisse-moi récupérer ma trousse. Son doigt désigna un objet sombre entre les barriques d'eau. Que veux-tu dire? Le katana de Noda. Il est empoisonné. Koji se tourna vers Tatsuki qui tenait debout avec peine. La sueur coulait sur son front et sa peau avait pris une teinte grisâtre. La femme avait récupéré un grand sac noir et se dirigeait vers Tatsuki. Elle jeta un coup d'œil inquiet vers l'auberge, s'informant auprès de Koji. « Vous avez un endroit tranquille où je peux faire un feu? »« Viens. » Koji mena Midori vers l'entrepôt du maître d'armes. La place était déserte et légèrement en retrait du village. Les hommes de Tatsuki avaient suivi leur chef, qui s'appuyait sur l'épaule de Koji. On le coucha sur le sol, tandis que la femme activait les flammes et y plaçait une marmite pleine d'eau. Puis, elle s'agenouilla près de l'homme roux et ouvrit sa trousse. Koji demanda « Comment sais-tu que le katana est empoisonné? » La réponse surgit rapidement et ne rassura personne. « Parce que c'est moi qui prépare le poison. » Koji échangea un regard avec Sojiro, mais Tatsuki tendit la main vers lui et murmura « Laisse-la faire, on connaît sans doute l'antidote. » Minori ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil surpris à ce chef respecté par ses hommes et qui était manifestement beaucoup trop naïf. Toutefois, il avait raison, elle allait le sauver. Noda croyait que le poison de son katana tuait ses victimes, mais elle savait qu'il n'était pas mortel pour un guerrier en bonne santé. Elle avait pris soin d'en réduire la concentration. Cet homme allait souffrir d'une bonne fièvre, mais elle veillerait à ce qu'il s'en sorte. Il représentait sa meilleure chance de rester en vie et de se venger. Elle maudit la vigilance du guerrier blond. Une seule entaille de son arme à elle, qu'elle avait enduit d'une solution beaucoup plus efficace, et Noda n'aurait plus été de ce monde. Mais elle n'avait pas réussi à le toucher. Elle serra les dents en plongeant un tissu propre dans l'eau bouillante. Elle nettoya la plaie, puis appliqua une poudre pour diminuer l'inflammation. Elle ouvrit une bouteille et s'approcha du malade pour lui en faire boire le contenu. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Koji méfiant. Elle ne répondit pas, attentif aux yeux du blessé qui la fixait. Dans ses prunelles brillait quelque chose de doux, un sentiment qui la dérangeait, comme s'il lui disait qu'il la comprenait. Il but la potion sans la quitter du regard, comme s'il voulait lui prouver sa confiance. Elle essuya doucement son front, repoussant les cheveux rouges de l'homme qui captait toutes les nuances du feu. Il ferma les paupières. Elle respira mieux, libérée de cet hypnotisant regard. Mais qui était-il? Que savait-il? Que lui as-tu donné? Un calmant. Koji se détendit un peu, puis demanda à la guérisseuse. Peut-on le transporter chez lui, dans la montagne? Absolument. L'homme aux cheveux sombres guida Midori vers l'extérieur. Il donna des instructions pour que Tatsuki soit transporté, puis il lui dit, d'une voix sans gentillesse, « Et tu viens avec nous. » Elle acquiesça sans un mot, n'attendant pas mieux. Alors, il va se rétablir rapidement? Koji se pencha sur l'épaule de Midori pour la voir s'occuper de Tatsuki installé sur son futon. Le soir était tombé et elle changeait ses bandages. Elle répondit d'un nom calme. « Oui, ça devrait aller. Où as-tu appris à soigner? » « Mon père était médecin. » Il sentit qu'il venait de toucher un point sensible et changea de sujet. « Tu vas le veiller toute la nuit? »« J'aimerais mieux ne pas être loin, en effet. Je vais rester aussi. »« Comme tu veux. » Koji la vit tâter son propre ventre, vérifiant les dommages que les coups de Noda pouvaient avoir causés. Elle prit soin de ses propres blessures en nettoyant le sang qui avait séché. Elle sembla satisfaite de son examen, puisqu'elle s'appuya contre le mur et s'endormit rapidement, la fatigue de cette longue journée et en raison d'elle. Quand Tatsuki ouvrit les yeux, il observa autour de lui un peu confus. Il était étendu sur son futon dans le campement. Il avait au poignet des bandages dont l'application était digne d'un médecin. À la lueur de la chandelle déposée près de lui, il vit un étrange spectacle. Koji dormait et la femme brune sommeillait aussi, appuyée contre le mur. Il se sentait mieux et bougeait un peu. Le son fut suffisant pour réveiller Koji. « Bonjour Tatsuki, ça va? » dit-il à voix basse. « Beaucoup mieux, » murmura-t-il en souriant. « C'est elle qui a pris soin de toi. »« C'est notre mystérieuse femme des bains? »« Oui, » répondit Koji en la regardant. « Mais je m'en méfierais à ta place. Elle est responsable de ce katana empoisonné. » Avec une bonne raison, sans doute. Koji lui jeta un coup d'œil surpris. Tatsuki poursuivit. « Retourne chez toi. Va te reposer et laisse-moi avec elle. » Surpris, le guerrier insista. « Tu en es sûr? »« Tout à fait. »« Comme tu le souhaites. » Koji sortit doucement, sans réveiller Midori, surpris par l'étonnante confiance que son ami manifestait envers la jeune femme. Tatsuki l'observa quelques instants, se demandant quelle était son histoire et ce qu'il pourrait faire d'elle. Puis il se rendormit d'un sommeil de plomb.
Chapitre 3. L'entraînement. Le lendemain matin, quand Midori ouvrit les yeux, elle vit que son patient l'observait attentivement. Elle se leva ankylosée par sa position assise, mais pour la première fois depuis des mois, elle remarqua qu'elle ne ressentait pas ces tensions générées par ses cauchemars. Elle interpréta cela comme un signe d'espoir. Elle sourit à Tatsuki en s'approchant. « En pleine forme ce matin, à ce que je vois. Grâce à vous. » Elle fit non de la tête. « Je suis doublement responsable de votre blessure. C'est moi qui ai empoisonné le katana de Hironoda. Puis j'ai tenté de le tuer, ce qui a attisé sa fureur. Je devrais être morte à l'heure qu'il est. » Tatsuki attendit qu'elle ajoute autre chose, mais comme elle restait silencieuse, il finit par lui demander, moqueur, « Et vous ne me remerciez pas? » « Je ne sais pas. J'étais prête à mourir. » Midori lui jeta un bref coup d'œil, craignant de l'avoir choqué, mais il avait retrouvé cet air compréhensif de la veille. Tatsuki se releva lentement et s'assit en se frottant le cou. Elle n'était pas prête pour la question qui suivit et que l'homme posa avec plus de familiarité. Qu'était-il arrivé? Elle garda les yeux au sol. Le silence se prolongea longtemps. Midori était confuse, ne sachant comment réagir. Sa situation était précaire. Cet homme avait le pouvoir de la remettre à Noda, de la renvoyer au Nankaido, ou de l'emprisonner pour son geste fait dans cette ville. Comment plaider sa cause? Devait-elle inventer une histoire? Elle choisit l'honnêteté, en commençant par le souvenir le plus douloureux, celui du bonheur. J'ai été mariée à un homme extraordinaire et j'étais enceinte quand ils sont arrivés dans mon village. Tatsuki ne dit pas un mot, de peur qu'elle ne se ferme comme une huître. Il attendit qu'elle poursuive, attentif. Je me nomme Midori. Je suis née au Gaikoku, au-delà des mers. J'ai grandi près d'une montagne sacrée où les gens ont le don de la guérison. Nous sommes des voyageurs qui partons régulièrement en errance pour aller soigner les gens. Notre savoir est reconnu dans le pays et notre village était révéré. Alors nous n'avions aucun guerrier qui assurait la garde quand ces fous du Nankaido sont arrivés. Elle soupira, étonnée de son propre calme. L'avoir écrit si souvent lui avait peut-être permis de faire la paix avec cette part de son passé. Il n'avait rien ni personne à respecter, cherchant à s'approprier les richesses et les femmes des autres. C'était un petit groupe de nobles venus chercher l'aventure. Ils ont atterri chez nous en quête de butin. Cela a été un massacre. Tatsuki savait très bien de quoi elle parlait. On discutait beaucoup au nord de ces escapades sudistes vers le continent. C'était pratiquement un rite de passage vers l'âge adulte là-bas. Certaines personnes de Fuki enviaient les nobles du sud qui partaient en mer et revenaient les bateaux chargés de femmes, de richesses et de gloire. D'autres trouvaient plutôt que c'était une coutume barbare. Mon père assumait la direction du village en l'absence de mon oncle, parti en mission de guérison. Il a été assassiné avant que je n'arrive. Puis ils ont tué mon mari sous mes yeux. Et ils ont décidé de m'emporter avec eux en compagnie d'autres filles. J'ai vu mes amis forcés par ces barbares, puis abandonnés lorsque de nouvelles femmes les remplaçaient. Je suis la seule qu'ils ont emmenée en mer. Je les guérissais, j'étais devenue utile. Ils avaient cessé de me battre, mais j'ai perdu le bébé. Elle étouffa un sanglot et se détourna, incapable de continuer à parler. Tatsuki voyait le dos de Midori se soulever silencieusement, et il savait qu'elle pleurait. Il avait le cœur serré lui aussi. Il appuya doucement la main sur son épaule, mais sans rien dire. Elle reprit son calme et poursuivit. Puis il y a eu cette guerre. Je faisais partie de la troupe restée derrière quand Noda a été capturé. Je soignais les blessés des batailles. Je me doutais bien qu'il reviendrait, qu'il serait libéré. Je ne voulais pas retourner au sud. Il brisa le silence. « Et tu comptais te venger? » Elle acquiesça. « J'ai lamentablement échoué. » Midori avait choisi la franchise et elle alla jusqu'au bout. Alors oui, tu m'as sauvée. Cela signifie que je dois encore ma vie à quelqu'un. Ce n'est pas pour me rassurer. Que comptes-tu faire maintenant? Si tu me laisses libre, je voudrais retourner dans mon pays. Tatsuki ne dit rien, comprenant sa frustration. Les femmes pouvaient normalement compter sur un large réseau familial, capable de les défendre, mais celle-ci avait été arrachée à son pays par des inconnus venus dévaster son village. Elle avait espéré venger la mort de son mari, mais elle n'avait pas réussi. Tu es libre. Attends qu'ils aient quitté le village, puis va où tu veux. Il devrait t'affronter sur son chemin. Une idée surgit dans son esprit et il se surprit à la lui proposer tout de suite.
Aimerais-tu apprendre à te défendre? Elle le regarda d'un air étonné. Qui enseignera une femme? Moi? Aucun des deux ne savait dans quoi il s'embarquait. Koji vint les rejoindre et Midori mangea avec eux, changeant une dernière fois le bandage du blessé. Elle s'interrogeait sur celui qui s'était présenté comme le chef des combattants, ce Tatsuke. Elle ne comprenait pas les raisons de sa gentillesse, mais elle n'arrivait pas à sentir une quelconque menace chez lui. Il devait savoir se battre, et elle avait besoin de ses compétences pour avoir une chance de rentrer chez elle. Sans le lui dire, elle espérait encore qu'elle pourrait se venger de Noda. Koji fit des blagues, discutant de tout et de rien avec Tatsuke, puis il se leva et le chef le suivit pour discuter à l'extérieur. Que fait-on maintenant? Noda et ses jambes sont toujours là? Oui. Continuez la surveillance et avisez-moi s'il bouge. Et tu fais quoi de Midori? On la protège jusqu'à ce qu'il soit parti, puis je la laisse retourner d'où elle vient. Bien. L'homme aux cheveux sombres s'éloigna. Alors je vous laisse, bonne nuit! Attends, Koji, où va-t-elle dormir? Koji leva les yeux vers le ciel comme si la réponse était évidente. Tous les bâtiments sont pleins à coup. Il n'y a que toi qui as le privilège de dormir seul. Il sourit, les yeux malicieux. Mais plus maintenant. Avec tout cela, tu me donnes des idées. Je vais descendre faire un tour au village. Tatsuke ne put s'empêcher de rougir mal à l'aise. Il agita la main, indiquant à Koji qu'il pouvait partir, ce que le grand homme fit en éclatant de rire. Midori était resté à l'intérieur et, se doutant bien que les hommes à l'extérieur discutaient de son cas, avait tendu l'oreille. Le moment où Tatsuke viendrait dormir approchait, et elle redoutait ce qu'il envisageait pour la nuit. Elle savait ce que les soldats espéraient au retour de la guerre. Avec Noda, il n'avait jamais été question qu'elle lui serve d'esclave sexuelle. Au début, elle portait ce bébé qui prenait toute la place, et puis l'homme blond ne manquait jamais de femmes autour de lui. Il y avait toute une série de filles que les hommes de Noda ramenaient des villages et dont ils se servaient pour se satisfaire. Midori avait vite eu le rôle de guérisseuse dans le groupe, soignant ses combattants qui se blessaient pendant le rapt, ou ses femmes qui subissaient mille et un tourments. Quand ce n'était pas la violence de l'étreinte, c'était le choc qui les tétanisait lorsqu'elles découvraient qu'elles étaient enceintes. Midori en avait vu quelques-unes abandonnées sur le chemin alors qu'elles étaient presque à terme. D'autres s'étaient fait arracher l'enfant. Il fallait avoir la faveur particulière d'un noble pour rester près de lui. Le Nankaido n'était pas tendre envers les esclaves ramenés d'outre-mer. Dans la petite ville de Fuki, Midori avait senti que les choses étaient différentes. Les guerriers responsables de la surveillance vivaient ensemble, juchés dans la montagne. Ils venaient voir les femmes du bordel ou courtisaient les filles de la ville. Mais si l'un des combattants voulait se marier avec une femme, il devait s'établir à Fuki. L'établissement régulier d'anciens guerriers dans la petite cité assurait la protection des habitants. Ainsi, les hommes de Fuki avaient presque tous passé du temps auprès de la famille Kagi, car plusieurs avaient déjà fait partie de la troupe et l'avaient quittée pour fonder une famille. La ville était à la fois sécuritaire et libre, sans la domination d'un souverain. La famille Kagi était admirée et elle assurait la sécurité du col, mais la gestion de la ville s'effectuait par les habitants eux-mêmes. Midori entendit des pas à l'extérieur. Son stress revint. Tatsuke entra avec un nouveau futon dans les bras, faisant la grimace à cause de la douleur de sa plaie que l'effort réveillait. « Ah, le futon est entreposé et il est humide. Je vais l'étendre près du feu. » Ils attendirent en silence, puis lorsque le matelas fut sec, Tatsuke y posa une grande couverture pour qu'elle puisse s'y installer. Elle le poussa le plus loin possible avant de s'étendre. Encore une fois, le chef de la montagne avait trouvé une façon de la surprendre. Elle se sentit soulagée et reconnaissante. Le feu mourut lentement. Il y avait si longtemps qu'elle avait dormi près d'un homme. La nuit rafraîchit rapidement la pièce, alors elle s'entortilla bien serrée dans sa couverture. Tatsuke était cachée par la sienne, mais elle voyait les cheveux derrière sa tête quand le feu reprenait vie. Elle tenta de s'endormir, mais ne réussit qu'à fermer les yeux. Et chaque fois, son esprit imaginait tellement d'horreurs qu'elle préférait les rouvrir. Tatsuke faisait semblant de dormir, mais il était tendu beaucoup trop pour laisser le sommeil le gagner. Il sentait le regard de Midori sur ses cheveux, et cela le troublait malgré lui. Cette femme, elle l'attirait, et il lui faisait confiance instinctivement. Il eut envie de tenter une approche, mais il lui semblait aller de soi qu'elle ne souhaitait pas de tels rapports. À ce moment-ci, Tatsuke respectait cela. À force de chercher à imaginer ce que l'autre pouvait bien penser, ils finirent tous les deux par s'épuiser, la fatigue leur faisant oublier leurs préoccupations. Quelques jours plus tard, Tatsuke, remis de sa blessure, sortit tôt pour emprunter l'un des hakamas de la troupe.
chemise blanche, culotte longue noire, Midori serait plus à l'aise pour combattre ainsi. Elle sembla surprise lorsqu'il lui expliqua la situation. Peut-être pensait-elle que sa proposition d'enseignement n'était pas sérieuse. Mais elle enfila le hakama immédiatement et ils quittèrent le campement alors que le soleil faisait briller le sommet des montagnes. Ils descendirent le Kurodake. Tatsuki prit le chemin du sud, puis la piste qui permettait de rejoindre le petit temple. Midori se demanda s'il savait qu'elle y venait souvent pour s'entraîner. Ils se positionnèrent tous les deux dans l'espace dégagé devant le temple. « Je n'ai pas d'arme, » s'inquiéta-t-elle. Effectivement, elle gardait maintenant les cheveux tressés. L'arme qu'elle avait pour tenir ses cheveux lui avait été arrachée dans l'auberge. « Tu n'en auras pas besoin pour l'instant. On va commencer par le début de la technique, pas par la fin. Je vais donc te montrer comment tomber. » Il remarqua tout de suite son air sceptique et il se justifia. « Ce sont les bases du combat. Si tu ne sais pas bien chuter, tu te blesseras sans arrêt. » Ils passèrent un bon moment à répéter les chutes, sur les côtés, derrière, puis devant, en faisant une roulade. Midori changea vite d'opinion, c'était loin d'être facile, et Tatsuki savait de quoi il parlait. Épuisée, elle fut soulagée quand il l'invita à s'étirer pour calmer ses muscles, puis à méditer. Elle avait le corps douloureux à la suite de toutes ces chutes non réussies. Quand elle ouvrit les yeux, Tatsuki la regardait avec un sourire. « Et si tu veux prendre un bain, je vais te montrer un petit lac que mes hommes ne surveillent pas. Suis-moi. » Il lui tourna le dos et elle le remercia intérieurement car elle était maintenant très embarrassée de réaliser que les guerriers du camp l'avaient vue plonger dans le petit lac qu'elle visitait tous les matins. Midori suivit Tatsuki en évitant de penser à tous les yeux qui l'avaient vue nue et qui la déshabilleraient sûrement du regard tout à l'heure quand elle reviendrait. Ils marchèrent vers les sommets, grimpant plus haut que le petit temple. Ils débouchèrent bien trop près d'un lac d'un bleu très profond. Le soleil faisait briller la surface et les monts enneigés se reflétaient un peu plus loin. « C'est magnifique, » dit Midori, « mais très froid. »« Sans aucun doute, mais cela me fait sentir bien vivante. » Il acquiesça. « Je descends un peu plus bas. Personne ne te regardera. »« Merci. » Elle se demanda s'il l'avait vu lui aussi, ou s'il avait seulement appris son habitude par ses hommes, mais elle n'osa lui poser la question. Midori raccourcit sa baignade, sachant qu'elle était attendue, puis ils rentrèrent au camp. Les jours passèrent et l'entraînement continua tôt le matin. Après les chutes, Midori apprit les déplacements et elle travailla très fort pour les maîtriser. Puis ce furent les premiers mouvements d'attaque et de défense. Elle apprit à utiliser le poids de son adversaire à son avantage. Tatsuki était fasciné de la voir s'améliorer si rapidement. Midori était intelligente, déterminée, persévérante. Elle ne se laissait pas abattre par ses échecs, combattant sans cesse pour devenir meilleure. Quand il lui proposa de faire de courts combats ensemble, il perçut tout de suite sa fierté d'en être déjà rendu à ce stade de son apprentissage. Mais elle déchanta vite, ne parvenant même pas à faire tomber son professeur. Elle oublia tous les mouvements appris récemment et s'arrêta de pousser et recula découragée. « Je n'y arrive pas. »« Bien sûr que non, tu ne te sers pas de ce que je t'ai appris. » Elle ne dit rien, ce qui était souvent le cas avec elle. Il lui expliqua. « À la fin de chaque entraînement, nous allons tenter de faire un combat. Tu vas finir par y arriver, j'en suis certaine. Quand j'ai commencé, j'étais comme toi. Tu manques d'entraînement, c'est tout. » Midori ouvrit les mains impuissante. « Je ne peux pas m'exercer davantage. Tous les jours, tu es très occupée. » Utilise ta mémoire. Pense à ces gestes que nous répétons quand tu manges, avant de dormir, quand tu marches. Concentre-toi sur les mouvements comme si ton corps les exécutait. C'est un autre type d'entraînement. Au fil du temps, tu montreras à ton esprit comment tu veux qu'il réagisse quand il se défend contre un coup de poing. Et cela ira plus vite. Les yeux de Midori étaient ailleurs. Elle se voyait déjà visualiser ses gestes alors qu'elle marchait dans les rochers au-dessus de la montagne, qu'elle classait les herbes, qu'elle préparait un repas. Elle sourit timidement à Tatsuki, plus positive. « Merci. » « De rien, » dit-il en s'approchant en posant la main sur son épaule. « On continue demain? » Elle acquiesça, puis s'éloigna vers le lac. Tatsuki la suivit des yeux avant de s'asseoir sur le plancher de bois du petit temple pour l'attendre. Ils retournèrent ensuite au campement en courant, heureux de sentir l'énergie circuler dans leur corps après cet exercice matinal. Sans le savoir, Midori permettait à Tatsuki de garder la forme, lui faisant suivre une routine exigeante. C'était l'une des raisons pour lesquelles il avait accepté de l'aider. Elle lui rendait service à lui aussi. Il espérait qu'elle ferait bon usage de ces techniques qu'il lui enseignait.
Elle ne pouvait quitter les montagnes avant que son ravisseur ne soit bel et bien sorti du territoire des Kagi. Et Tatsuki songea qu'il y avait longtemps que le noble aurait dû le faire. Il était temps de rappeler à Hironoda que, s'il était toléré, il n'était tout de même pas le bienvenu en ville. Une vague pensée vint le taquiner. Il aurait pu choisir de s'entraîner avec les autres guerriers plutôt qu'avec elle. Mais il chassa vivement cette petite voix pour éviter de s'avouer que c'était beaucoup plus agréable de s'entraîner avec Midori qu'avec n'importe quel de ses soldats. Quand le messager de Tatsuki le quitta, Hironoda lança sa coupe de saké contre le mur. Elle éclata en 1000 morceaux et le liquide dégoulina sur la paroi de bois. Tetsuo se tourna vers son maître. « Que faisons-nous? Est-ce que j'ai le choix? Nous allons devoir rejoindre le reste de l'armée et quitter ce Troara, comme ce chef de pacotille nous y invite. » Tetsuo resta silencieux un long moment, attendant que Noda poursuive. Le noble reprit une coupe et y versa le saké, pensif. « Nous leur donnerons satisfaction et nous partirons ce soir. Mais, Midori, si nous partons, Tatsuki croira que nous obéissons à son ordre et que nous avons laissé tomber. Mais cette petite sotte m'a humiliée et elle sera punie. Il faudra trouver un moyen de la capturer. » Hironoda but une gorgée de saké et savoura la descente dans sa gorge de l'alcool chaud, légèrement amer et un peu sucré. Une idée germait dans son esprit. « Tu reviendras avec quelques hommes par les chemins illégaux, Tetsuo. Les hommes du Nankaido te guideront. Tu pourras établir un camp de base secret dans les montagnes. Je serai de retour avant la fin de l'été. Leur méfiance endormie, le choc n'en sera que plus brutal. » Tetsuo sourit et acquiesça. Noda termina la coupe de saké en songeant que les liens entre Tatsuki et Midori étaient sans doute plus intenses qu'il ne l'avait imaginé. Sinon, Tatsuki n'aurait pas envoyé ce messager. C'était tant mieux. Il pourrait donc atteindre ce foutu magicien en tuant la belle étrangère. Il vengerait sa capture humiliante. Il connaissait les guerriers comme Tatsuki. Ils affrontaient tous les mots en combat, mais ils s'effondraient dès qu'on faisait violence à ceux qu'ils aimaient. Midori était le point faible. En détruisant Tatsuki Kagi et en annexant son territoire au Nankaido, il deviendrait un héros. Il se leva, prêt à quitter les montagnes. Finalement, la guerre n'était pas tout à fait finie. Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, pour la dernière partie de la lecture des Fleurs du Nord, c'est une partie un peu spéciale. Donc j'ai pensé que dans ce livre, je vous lirais une des poésies que Midori va écrire. Ce que Midori écrit. Donc, ce qui est merveilleux avec, je vous ai déjà dit que Québec Amérique avait fait un super beau montage. Donc, ce qui est merveilleux, c'est qu'ils ont mis les calligraphies de mes amis en japonais et ils ont mis aussi la version française, bien sûr, du poème de Midori. Donc, je remercie Utani Ryoko-san qui a fait ces calligraphies pour les Fleurs du Nord. Donc, ce soir, je vous lis celui que j'ai composé en français. Puis ensuite, ce poème est devenu une chanson. Donc ensuite, on va vous l'interpréter en japonais. Alors, je vais faire juste la petite introduction. Alors, en revenant de son entraînement, Midori était calme. Elle s'agenouilla et médita sur ses peurs et ses espoirs. Puis, elle sortit un papier de riz, prépara son encre, prit le pinceau, se redressa et écrivit. Si le soir ne m'emporte pas, si l'homme ne me brise pas, si la méchanceté ne me tue pas, si la maladie ne m'achève pas, si la peur ne m'engloutit pas, si le ciel n'explose pas, si le rêve ne m'emprisonne pas, si le sommeil n'est pas éternel, je resterai à tes côtés, je resterai près de toi. Si tes yeux ne quittent pas les miens, si ton cœur ne vagabonde pas, si la lumière ne t'emporte pas avant moi, je resterai à tes côtés, je resterai près de toi. Et même si la vie s'arrête là, mon amour continuera au-delà et brûlera dans le firmament pour toi, discrète et éternelle lumière.
je resterai à tes côtés, je resterai près de toi. Alors, voilà le poème en français, mais quand nous l'interprétons en chanson, c'est en japonais. Donc, j'invite Philippe à venir s'asseoir. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas chanté, alors j'espère qu'on ne fera pas trop d'erreurs. Alors, merci beaucoup. Et si ça vous intéresse de les lire, n'oubliez pas, Québec-Amérique fait un spécial en ce moment. Toutes les livraisons sont gratuites, donc profitez-en. Au revoir tout le monde, merci d'avoir été là. Bonne soirée!